Je m'appelle Baptiste Morisot et je suis enseignant-chercheur en philosophie à l'Université d'Aix-Marseille. Alors j'ai commencé à m'intéresser aux animaux sauvages de manière non philosophique, parce que je viens du Var notamment, et que derrière la ville dans laquelle j'habite, il y a un grand camp militaire qui a accueilli certaines des premières meutes de loups qui sont revenus en France à partir d'environ des années 90, du début des années 90. Et puis par des rencontres avec des gens très intéressants, notamment de l'association Mbaba, qui m'ont sensibilisé en fait, à la recherche de l'animal et essentiellement à des pratiques pour le trouver, pour le confronter, pour le suivre, qu'on appelle un peu de manière vague du pistage. Et de fil en aiguille, ces pratiques qui m'ont mis en face à face notamment avec le loup, une nuit sur le camp de Cangeers, m'ont amené à imaginer qu'il y avait une dimension philosophique irréductible dans cette question, non pas des animaux sauvages en soi, mais de notre relation aux animaux sauvages. Je crois que la question de la relation est infiniment plus riche que celle de l'animal sauvage tout seul, qui finalement est déjà trusté monopolisé par les documentaires animaliers, qui font plus ou moins bien leur travail, mais qui finalement nous laissent toujours au dehors, dans ce statut de spectateur, alors que les choses probablement les plus intenses se jouent dans des types de relations complexes et multiples qu'on peut entretenir avec eux. Il y aurait une signification philosophique à cette idée de relation multiple avec les animaux sauvages, parce que dès l'instant où on entre en relation, on s'y engage avec toute une série de représentations et de pratiques qui sont historiques, culturelles, qui ont une certaine contingence, et qui en fait fonctionnent comme des cartes par lesquelles conjointement on peut se représenter la situation, des frontières, des possibilités d'interaction pacifique ou guerrière, et surtout qui ouvrent des chemins de l'action, c'est-à-dire qui permettent certains types de gestion ou pas. Et dès l'instant où on commence à interroger ces cartes, eh ben, on se rend compte que dans la donne qui est la nôtre actuellement, qui est cette époque étrange dans laquelle on vit, les anciennes cartes par lesquelles on représente et on gère les animaux sauvages avec lesquels on entre en relation ne sont plus fonctionnelles. Et qu'elles amènent à des impasses qui sont toxiques et dans lesquelles on s'enferre indéfiniment. Alors, en quoi est-ce que c'est philosophique ? Tout dépend de la définition de la philosophie qu'on privilégie. Celle qui m'intéresse ici, elle vient probablement du pragmatisme américain. Et en fait, elle consiste à imaginer le travail philosophique comme la capacité à redessiner les cartes fondamentales par lesquelles on se rapporte à l'expérience, et ensuite à les proposer à ceux qui veulent vivre autrement, ou qui veulent gérer autrement, ou qui veulent se rapporter autrement au monde. Et c'est en ce sens-là qu'il me semble qu'il y a une exigence philosophique dans notre rapport aux animaux sauvages, parce que je crois que ce que dit aujourd'hui la crise écologique, ce que dit la sixième extinction, et ce que dit le concept d'anthropocène, c'est précisément la limite des cartes traditionnelles par lesquelles on se rapporte à l'animal sauvage. Alors le point qui est le plus révélateur de cette limite, il me semble, c'est un des aspects de l'anthropocène qui m'intéresse beaucoup, même si je pense que le concept est éminemment critiquable sur beaucoup de points, en tout cas dans beaucoup de ses usages. C'est ce qu'on pourrait appeler la dimension d'écologie politique de l'anthropocène sur la question de la cohabitation. Il me semble que une des manières d'interpréter la cohabitation sur le point de nos relations aux animaux sauvages, c'est que la nouvelle donne qui est la nôtre, c'est la transformation de notre rapport à l'espace, de telle manière que les animaux sauvages qui jusque-là étaient codés comme appartenant à un extérieur, un grand dehors, qu'on considérait pur ou qu'on considère hostile en fonction de la position qu'on entretient à son égard, en fait, cette idée qu'ils sont dans un dehors, dans une sauvagerie inaccessible et intacte, est complètement fragmentée par la situation qui est la nôtre, dans laquelle l'animal sauvage se retrouve fondamentalement parmi nous. Je crois que la nouvelle donne de l'anthropocène, c'est cette idée que les boucles de notre action
qui sont colossales, qui vont travailler sur le climat, qui vont travailler sur les grandes dynamiques écologiques, ramènent dans leur ample mouvement les animaux sauvages parmi nous. Donc par exemple les chauves-souris frugivores de Malaisie, qui théoriquement sont des animaux d'une jungle inaccessible, se retrouvent parmi nous au sens où elles transmettent jusqu'à nous le virus Nipah, parce que la déforestation les amène à venir finalement transmettre leur virus dans les exploitations fermières au port et que le virus arrive jusqu'à nous. Et le symbole, je crois, le plus emblématique de ce phénomène du parmi nous, c'est le loup. C'est emblématique parce que le loup, dans l'imaginaire, est l'archétype de la wilderness, c'est-à-dire de cet animal qu'on ne retrouve qu'au plus profond des forêts profondes, qui incarne la forêt dans son caractère impénétrable, de sauvagerie inaccessible. Et en fait, lorsqu'on regarde ce que l'éthologie contemporaine nous dit du comportement effectif du loup, il apparaît que ce n'est absolument pas le cas, que c'est vraiment une préconception, un préjugé sur le sauvage, que ce soit Luigi Boitani, qui est donc un grand spécialiste du loup en Italie, ou les spécialistes du Yellowstone National Park. Ce qu'il montre, c'est que le loup a une tendance spontanée à venir habiter contre nous, ou tout contre nous, et que c'est un animal interstitiel. Il y a une figure de ça, je crois, qui est assez spectaculaire, c'est cette meute dont Luigi Boitani a documenté qu'elle est venue faire sa tanière dans une maison abandonnée, qui cristallise cette image d'un loup interstitiel qui vient vivre parmi nous et qui exige de nous qu'on réimagine nos relations avec lui. Et réimaginer de nouvelles cartes, c'est ça que j'appelle, en un certain sens possible, la philosophie. Alors pourquoi l'Anthropocène modifie notre rapport au sauvage? Ça tient déjà à ce qu'on entend par Anthropocène, c'est-à-dire cette nouvelle ère géologique qui est en débat dans la communauté des stratigraphes, qui est encore actuellement en suspens, mais la problématique en elle-même est importante. Cette idée que, comme force géologique, l'humanité aurait réussi à marquer la planète Terre de telle manière qu'il serait pertinent, au sens géologique rigoureux, d'y voir une nouvelle ère, et une ère dont la spécificité serait d'être le produit ou l'effet, d'être originé par l'effet des activités humaines sur la Terre comme entité géologique et biogéoclimatique. Ça, c'est le concept, je dirais, géologique de sciences dures. Et en fait, bien évidemment, aujourd'hui, le concept a pris une toute autre dimension, dès lors qu'il a été capturé notamment par les sciences sociales, pour qualifier une autre époque et pour exiger de nous qu'on se mette au diapason, que quelque chose est en train de commencer et qu'il faut le penser à neuf. Et cette nouvelle époque, c'est l'époque dans laquelle le concept même de nature, dans son extériorité, devient une abstraction désuète. Précisément parce que s'il existe bien évidemment des espaces dans lesquels il n'y a pas une anthropisation au sens géographique strict, il y a probablement très peu d'endroits, voire aucun endroit sur la planète qui soit aujourd'hui épargné par les effets collatéraux ou à grande échelle de l'activité humaine dans sa dimension technique et socio-économique. Et donc en ce sens d'anthropocène, eh bien, c'est le concept même de sauvage qui est nécessairement mis en question. Le concept de sauvage, le terme de sauvage a deux dimensions assez spontanément. Il y a une dimension qu'on pourrait appeler de catégorie, c'est un ensemble d'êtres, et là on va l'opposer par exemple aux domestiques ou alors aux civilisés. Et il a une dimension topologique, c'est-à-dire qu'il qualifie un ensemble de lieux. Et là, c'est le concept américain de wilderness qui qualifie ces espaces à, comme on dit, de haute naturalité, qui seraient très peu marqués par l'activité humaine. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ces zones se réduisent, et c'est la wilderness qui semble, si on l'entend en un sens rigoureux, c'est-à-dire sans marque de l'activité humaine, qui semble disparaître. Et donc la question devient, si la wilderness est en train de disparaître à l'Anthropocène, est-ce que le sauvage disparaît lui aussi ?
Et il faut savoir que dans les débats intellectuels, c'est une position qui est soutenue, qui est volontiers soutenue, et qui est un peu confortable, qui amène certains penseurs à postuler que nous sommes passés à une ère où le sauvage est dépassé. Maintenant, la nature est fondamentalement hybride, elle est toujours construite par des interactions qui impliquent les activités humaines, ou alors même que finalement, comme concept, le sauvage n'a jamais été qu'une construction sociale qui est relativement arbitraire, qu'elle ne qualifiait rien, qui résiste et insiste devant nous, sous nos yeux, et qui aboutissent donc au refus clair de maintenir l'existence du concept de sauvage. Ce qui m'intéresse, quant à moi, c'est au contraire d'essayer de penser que c'est pas parce que la wilderness est en train de disparaître que le sauvage a disparu. Au contraire, il se recompose, il prend d'autres figures, mais qui exigent d'être conceptualisées pour ne pas l'écraser sous nos pieds, avec, je dirais, l'aisance que permet un concept d'anthropocène où tout serait hybride et finalement l'activité humaine empêcherait le maintien d'une extériorité. Je crois que le sauvage comme extériorité existe, mais il n'est plus dans une extériorité oppositionnelle, dans un lointain. Il est tout contre nous et il exige de repenser des relations à ce type d'entités qui sont parmi nous, c'est le cœur du problème. Mais, et là c'est le problème terminologique, comment on les appelle, je crois que leur spécificité qu'il faut maintenir, on la retrouve dans les racines du mot latin feral par exemple, qui qualifie les êtres farouches, fiers. Leur spécificité, c'est d'être par eux-mêmes. Et donc ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de penser le sauvage à l'anthropocène comme un parmi nous, par lui-même. Alors le problème dans l'histoire du concept de sauvage, des différentes notions historiques de sauvage, c'est qu'il a été la plupart du temps formulé et élaboré de manière oppositive, par opposition à un règne, souvent bien connu ou mieux connu, le domestique par exemple, ou le civilisé. Et comme c'est le civilisé qui définit le sauvage, c'est pratique, il se connaît mieux que ce fameux extérieur qu'il essaie de distinguer de lui. Et non seulement le concept de sauvage a été formulé donc, à partir d'autre chose que lui, mais surtout de manière privative. Le sauvage a fondamentalement été formulé de manière privative. Le sauvage comme barbare ne possède pas le logos, c'est-à-dire la parole argumentée, la rationalité, les bonnes mœurs, la courtoisie, la capacité à élaborer collectivement du politique, par exemple. Le sauvage comme opposé au domestique ne possède pas la docilité, qui devrait revenir en propre aux animaux. Il ne possède pas la rationalité qui devrait l'amener à reconnaître qu'il est plus pertinent de venir, comme dans la fable de La Fontaine, le chien et le loup, s'abriter chez les humains qui lui font une vie confortable en échange de quelques menus services. Le sauvage est déficitaire, c'est toujours l'élément déficitaire dans la définition. Et donc on peut légitimement se demander, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire à un moment d'imaginer un concept de sauvage qui ne serait pas défini par rapport à autre chose? Je crois qu'il est extrêmement difficile, en tout cas moi j'en suis incapable, de définir le concept de sauvage en lui-même et par lui-même. Je crois, en tout cas, moi le chemin que j'arrive à prendre, que je parviens à prendre, consiste à le définir à nouveau par rapport à autre chose, mais, et c'est peut-être ça la nouveauté, pas de manière privative. Et ça, c'est ce qui, me semble, est rendu possible par une certaine compréhension que nous ont permis aussi bien des biologistes, des éthologues que des philosophes, de ce que c'est que la surdomestication. Et c'est là que je voudrais en venir. Moi, les traits que j'essaie d'attribuer au sauvage, ils proviennent d'une tentative de se libérer de tous les préjugés que les civilisés ou les domesticateurs ont projetés sur lui, mais toujours en se rapportant à une certaine étrangeté qui est celle de, par exemple, un animal surdomestiqué. Alors pour parler concrètement, un animal surdomestiqué, on en a quelques exemples qui sont des prétendus miracles de la science agronomique. Par exemple, une certaine race de vache qui s'appelle la blanc-bleu belge, et dont la spécificité, c'est qu'elle a été sélectionnée de telle manière à ce qu'un gène, le gène dit CULAR, soit présent dans son génotype, et ce qui induit une hypertrophie musculaire, de telle manière qui est très visible dans son phénotype. C'est une vache qui a l'air bodybuildée, positivement bodybuildée,
Bien évidemment, miracle économique, en tant que la quantité de viande qu'on peut en extraire est très supérieure à celle de ses congénères qui n'ont pas le gène. Le problème, c'est que la spécificité de cette fameuse vache, c'est qu'elle est élevée de manière parfaitement hors sol, et c'est que elle n'est pas viable en elle-même. Le veau, lorsqu'il est encore à l'intérieur de la mère, est tellement musculairement hypertrophié qu'il ne peut pas sortir par les voies naturelles, ce qui implique qu'on a créé une variété de vaches qui exige une césarienne systématique pour aboutir à l'enfantement. Et donc il faut l'ouvrir comme une valise, latéralement, debout, pour faire sortir le fameux veau. Ici, on a un attribut spectaculaire de ce que j'appelle le surdomestique, ou le surdomestiqué, qui est qu'il est hypertrophié sur certains points et atrophié sur d'autres, et surtout qu'on a conservé en lui des traits qui sont à l'avantage, non pas de lui-même, mais d'une autre espèce, ou des intérêts particuliers d'une autre espèce, en l'occurrence les humains. La spécificité des formes de vie qui sont produites par l'évolution, par l'écoévolution depuis 4 milliards d'années, c'est qu'en fait, systématiquement, leurs traits sont sélectionnés non pas à l'avantage des espèces qui les mangent. La vitesse d'un springbok ou d'une antilope, sa capacité à faire des bonds prodigieux, n'est pas sélectionnée à l'avantage des lions qui la chassent, elle est sélectionnée à son avantage. Dans le surdomestiqué, on a créé cette étrangeté écologique ou évolutionnaire d'espèces qui sont sélectionnées à l'avantage d'une autre espèce que la leur, nous en l'occurrence, et souvent, sur certains points, à leur détriment. Et il me semble que ça nous donne une sorte de pôle oppositif qui rend plus intelligible ce qu'on voit quand on voit une mésange, ou quand on voit un if, ou quand on voit un loup. C'est-à-dire que précisément, ils ne sont pas dépendants d'un sélectionneur qui va conserver dans leurs traits ce qui est à son avantage à lui. C'est le premier point. Le second point, ils ne sont pas non plus hypertrophiés, au sens où ils ont cet énigmatique équilibre et harmonie qu'on a beaucoup de mal à formuler et qu'on appelle avec parfois avec un sentiment de mystère la beauté, ces sentiments qui sont beaux, et qu'en partie on peut interpréter comme le fait qu'ils sont la solution inégalable que des millions d'années d'évolution ont proposée à des pressions de sélection contradictoires, qui sont hétérogènes, parce qu'ils sont en relation avec 1000 choses, avec des climats, avec des sols, avec d'autres animaux, avec des proies, avec des mutualistes, et conséquemment, la proposition inégalable à toutes ces contraintes, c'est ces formes de vie qui émergent dans une sorte de perfection sans modèle, parce qu'il n'y a pas de normes ou de canon, mais qui les instituent comme non pas dépendantes d'un seul pôle qui les sélectionne, ça c'est le surdomestique, mais interdépendantes, prises dans une interdépendance équilibrée avec 1000 éléments du milieu, qui me semble être un nom caché de l'indépendance. Et ça c'est particulièrement intéressant. Le sauvage a cette indépendance qui est celle d'une interdépendance équilibrée. L'indépendance du sauvage, c'est pas d'être délié de tout lien, ça c'est un fantasme libéral bien caractéristique de la folie des modernes. Son indépendance, c'est le fait d'une interdépendance équilibrée, de telle manière qu'il n'est pas aliéné à un seul pôle qui choisirait ses conditions de vie et qui choisirait les traits concrets qu'on va garder, faire plus de lait, faire des plus gros blancs de poulet ou faire des animaux particulièrement dociles pour pouvoir les gérer. Je crois que c'est deux éléments pas anodins qui permettent de définir en partie ce par soi-même, à nouveau par opposition à un surdomestique. Et j'insiste sur l'idée de surdomestication parce qu'il ne faut pas penser tout l'animal domestique comme étant, je dirais, aliéné, atrophié, comme je l'ai décrit. La domestication est un phénomène d'une très grande complexité, qui au niveau anthropologique prend des formes très complexes, multiples, qui au niveau biologique n'est même pas complètement unifié, même s'il y a des marqueurs très nets. Donc ce n'est pas la domestication qui est en question, c'est la surdomestication qui peut devenir un pôle oppositif pour définir le sauvage, mais qui permet de le définir non plus de manière privative. Voilà, c'est ça qui m'intéresse sur ce point. Et donc, définition qui a en fait 3 éléments. Le premier, c'est qu'il n'est pas sélectionné pour les avantages d'une autre espèce que lui-même et à son détriment. Deuxièmement, qu'il n'est pas sursélectionné sur certains points, donc localement, mais qui reste dans une interdépendance complexe avec tout un milieu qui le fonde et qui le constitue.
Et troisièmement, qu'il n'est pas hors sol. Ça, c'est le premier point que j'évoquais. Il n'est pas hors sol, il a une manière bien particulière de se rapporter à l'espace qu'il partage avec nous. Et cette manière, c'est ce que j'essaie de penser par la formule, qu'il habite. Propre du sauvage, c'est qu'il habite quelque part. Si un des aspects irréductibles de cette nouvelle idée de sauvage, c'est qu'il habite, il me semble que de soi-même, c'est une carte qui dessine autrement le type de relation qu'on est susceptible ou qu'on est capable d'entretenir avec lui. Habiter, je crois que c'est vraiment un terme intéressant, parce que dès l'instant où on se retrouve dans une situation de coprésence en même temps, sur les mêmes territoires, on se retrouve obligé de penser en termes de cohabitation. Aujourd'hui, je crois que l'un des grands fronts pionniers qu'a ouvert l'écologie politique, c'est le fait de donner le droit aux non-humains d'entretenir avec nous des relations politiques. Considérer qu'enfin les non-humains sont susceptibles d'entretenir avec nous des relations politiques. Et le problème qui est à mes yeux philosophiquement colossal, c'est que on ne sait pas suivant quel statut ils sont susceptibles de le faire. Face à la crise écologique, il y a beaucoup de gens qui, très rapidement, se jettent sur des statuts qui sont, je dirais, à disposition, qui ont été par exemple produits par le droit humain, qui ont été produits par la tradition du droit romain puis des Lumières, pour essayer de le projeter sur l'animal. Par exemple, le concept juridique de personne, au sens kantien, qui aurait une dignité, qui serait une fin en soi. Je comprends très bien ce qui motive ce type de décision, mais philosophiquement, ces solutions ne sont pas viables. Parce qu'on pressent bien qu'il y a quelque chose de pas ajusté, de pas subtil dans le fait de projeter sur l'animal des catégories juridiques qui ont été strictement inventées par un certain type d'humains qui sont ces fameux héritiers de la modernité et des Lumières. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a ouvert cette carte, cette terra incognita dans laquelle on dit que les non-humains peuvent enfin entrer avec nous dans des relations politiques. Et maintenant, comment va-t-on les catégoriser ? Et personnellement, ma réponse, c'est que je ne sais pas. Et il me semble qu'on a besoin de décennies d'élaboration pour déterminer sous quelle forme et sous quel statut ils vont pouvoir entrer en relation avec nous. Et c'est là qu'intervient l'idée d'habiter. Parce que habiter, déjà, ça veut dire cette révolution théorique. Dans la modernité, les non-humains n'habitent pas. Il n'y a que nous qui habitons, nous habitons, et les non-humains sont des choses à disposition des habitants. C'est le nom du cosmos, ce sont des ressources, ce sont parfois des adjuvants, quand par exemple c'est des animaux comme le chien ou le cheval, c'est parfois du bétail, donc de la nourriture sur pied, de la viande sur pied, comme on dit dans le vocabulaire zootechnique, mais ils n'habitent pas. Et la spécificité, il me semble, de ce simple geste théorique de dire « ils habitent », les érige au statut de cohabitants. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cohabitant ? Eh bien, c'est quelqu'un avec qui on est tenu d'entrer dans des relations politiques, même si on ne sait pas exactement quel est son statut juridique. On ne l'a pas encore formulé, on ne sait même pas quel est son statut, comme on dit en philosophie, ontologique, c'est-à-dire finalement comment on le cartographie, comment on le nomme, comment on détermine ce à quoi il a droit, ce à quoi il n'a pas le droit fondamentalement. Au moins cohabitant, ça permet de dire que nous sommes pris avec eux dans des relations politiques, sans qu'on détermine a priori dans une sorte d'obsession statutaire qui il est, alors même qu'il me semble qu'on ne sait pas encore et qu'on n'a pas encore les grands théoriciens du droit ou les grands philosophes ou les grands penseurs de sciences sociales et naturelles qui vont nous dire en quel sens, enfin, il faut les considérer pour les extirper du statut de choses qui était le leur jusque-là. Alors, la signification de l'idée de cohabitation, elle se transforme dans cette nouvelle donne, et c'est ça, je crois, qui est intéressant. Ce qu'il faut reconnaître à l'idée d'habiter, lorsqu'on l'applique à des vivants concrets, c'est précisément qu'ils se positionnent sur le territoire, dans l'espace, comme dans un chez-soi, qu'ils configurent, qu'ils construisent. Et à nouveau, le cas emblématique ici, c'est le loup. Le loup a ceci de particulièrement intéressant pour nous, qu'il vient en effet comme animal interstitiel
habiter contre nous, mais tout en ne renonçant à rien de ses prérogatives territoriales, tout en continuant à marquer et à configurer l'espace comme quelqu'un qui est d'une certaine manière chez lui. Chez lui, tout en acceptant de partager des territoires entremêlés, de les partager même avec nous, mais tout en continuant à signifier que d'une certaine manière, il est chez lui. Qu'est-ce que ça veut dire être chez lui ? Je crois que c'est un des cœurs du problème qu'on peut formuler assez simplement, c'est que l'art d'habiter qui est propre au vivant non humain n'est pas spectaculaire. Il est prodigieusement non spectaculaire. Et au point que, pour des raisons sociologiques, d'urbanisation par exemple, nous, la plupart d'entre nous, sommes devenus aveugles à sa capacité d'habiter. On croise un oiseau dans un champ, on voit voler un faucon cresserelle en vol Saint-Esprit au-dessus d'un pré de Foch, on voit un sanglier traverser la route, mais l'idée même d'habitat nous échappe. Et elle nous échappe pour une raison, je crois, qui est assez simple au fond, c'est que nous sommes des habitants qui avons pour spécificité de construire notre niche par du bâti qui est lui-même spectaculaire. On transforme la structure moléculaire de la matière pour faire des murs, d'abord avec des briques d'argile, puis ensuite avec du béton, de telle manière qu'on voit très bien comment nous habitons. À côté, les animaux non humains, ces fameux sauvages non humains, ont un rapport beaucoup moins spectaculaire à l'habitat. Les marques de leur habitat n'ont rien à voir avec les nôtres. Couler, les sentiers qu'ils empruntent, leurs chemins vitaux, sont à peine distinguables par quelques feuilles plus écrasées qu'ailleurs, quelques contrastes légers de couleurs. Les territoires des oiseaux sont chantés, et nous, avec notre confondante cécité, on y voit un phénomène esthétique alors que c'est un phénomène fondamentalement géopolitique. Le rouge-gorge chante non pas pour nous enchanter, mais pour signifier très précisément les limites d'usage de son territoire. Et la manière par laquelle ils configurent leur territoire, c'est fondamentalement des habitudes. Les habitudes animales, leur chemin familier, leur manière de se déplacer, d'aller d'un lieu de nourrissage à un lieu, à un foyer, à un gîte où ils protègent leurs petits, sont l'aménagement du territoire qui est propre aux animaux non humains. Mais c'est un aménagement immatériel du territoire. Les habitudes animales constituent un aménagement immatériel du territoire. Chez nous aussi d'ailleurs. Mais chez les animaux non humains, c'est ça qui constitue l'essentiel de leur aménagement du territoire. Et conséquemment, c'est invisible pour nous. Et conséquemment, nous le détruisons. L'une des causes fondamentales de l'érosion ou de l'extinction de la biodiversité, c'est bien évidemment l'extractivisme, bien évidemment la chasse, la surpêche, mais c'est aussi et surtout la destruction des habitats des autres, parce qu'on ne les voit pas. Et parce que, en effet, construire une route, une ligne TGV, mettre des clôtures, élargir le tapis urbain ou périurbain, va fracasser des espaces de vie qui sont, dès lors qu'on les voit, extrêmement, qui se lèvent, visibles, mais qui, autrement, passent parfaitement inaperçus. Et le loup est extrêmement intéressant pour nous de ce point de vue-là, parce qu'il nous empêche de céder à notre cécité coutumière quant aux habitats des autres. Parce que pour des raisons évolutionnaires qui sont les siennes, c'est un prédateur social, un grand prédateur social. Il a un rapport extrêmement spectaculaire quant à lui au marquage géopolitique, au marquage territorial, et il va signifier par toute une série de mesures qui passent par le fait de laisser des excréments, des marquages, des grattis, où il est chez lui et quel rapport il entretient à des espaces. Il va nous manifester que comme animal, il a des capacités géopolitiques. Bien sûr, ce n'est pas nos capacités géopolitiques, il ne va pas signer des traités en col blanc, mais par contre, il habite ici et il a une certaine manière d'habiter, une manière d'habiter qui peut se composer avec nos usages du territoire, mais qui peut aussi décomposer certains de nos usages du territoire. Et c'est ce qui se passe avec le pastoralisme. Le fait de considérer les animaux sauvages, et le sauvage en général, parce qu'on n'est pas non plus... l'animal ici est un modèle qui est un modèle ambassadeur, mais je pense que ça s'applique assez bien aussi au végétal.
Donc les effets de le considérer comme un habitant ou un cohabitant ouvrent toute une nouvelle gamme de relations possibles. D'abord, il y a en effet une attention qui est exigée à ces cohabitants dès lors qu'ils sont la plupart du temps invisibles. Et la forme que ça prend, c'est par exemple une partie du projet d'écologie de la réconciliation qui a été formulé par l'écologue Rosenzweig et qui essaie de penser une attention aux habitats des autres pour les composer avec nous. Mais ça, c'est dans des situations dans lesquelles nos relations ne sont pas a priori conflictuelles. Il y a un autre type de cas qui m'intéresse particulièrement, c'est le cas dans lequel nous entretenons spontanément des relations conflictuelles avec une part de ces animaux sauvages. Et le loup est bien évidemment l'emblème de ce phénomène. Alors, c'est vite dit, nous entretenons des relations conflictuelles avec lui. Non, c'est pas vrai. Certaines activités humaines, sous certaines formes, en l'occurrence ici, c'est essentiellement le pastoralisme ovin dans les parcours techniques, c'est-à-dire la manière de travailler qui sont celles de la France après son éradication, après qu'il ait disparu. Ce pastoralisme ovin entretient une relation conflictuelle, mais profondément conflictuelle, avec ce loup revenu. Alors, avec les anciennes cartes, les cartes traditionnelles, lorsque on entretient une relation conflictuelle avec une chose, eh ben, le problème n'est pas bien compliqué. Étant donné que c'est une chose, il suffit de l'éradiquer ou de le réguler suffisamment, comme une sorte de quantité physique, une population quantifiée qui serait trop nombreuse et qu'on va détruire jusqu'à ce qu'elle n'excède pas un certain nombre qui rendrait sa présence tolérable. Par contre, lorsque c'est un cohabitant, sans que ce soit, comme on l'a dit, une personne, hein, mais lorsque c'est un cohabitant, le type de relation change. Alors, cohabitation plus conflictualité, eh ben, c'est ce qui m'a amené à utiliser ce qui est à l'origine une métaphore, qui est l'idée de diplomatie. Lorsqu'on rentre dans des relations conflictuelles avec des cohabitants, eh ben, il faut commencer à être diplomate, à être sérieusement diplomate. Et la diplomatie, c'est le nom que je donne à un espace nouveau de cartographie de nos relations avec les sauvages, avec qui on entretient des relations conflictuelles, qui permet d'imaginer autrement comment on peut se rapporter à eux. L'idée de diplomatie, c'est finalement une sorte d'outil pour libérer l'imagination pratique. Parce qu'il me semble que l'imagination pratique de ce qu'on peut faire par rapport au loup, elle est bloquée dès lors qu'on considère que c'est seulement un nuisible. Souvent, c'est cette catégorie très intéressante par ailleurs à analyser, ou alors une créature pure, sauvage, sacrée, suivant une autre manière de cartographier l'animal. La diplomatie essaie d'inventer au milieu un espace pour qu'on puisse imaginer des dispositifs pratiques qui étaient inimaginables, avec les autres cartes. Alors la diplomatie, ici, ça renvoie d'abord à notre capacité à rentrer en contact avec une population lupine, une population de loups, qui est susceptible de recevoir des messages, de partager des informations, de comprendre et d'apprendre certains usages du territoire, c'est-à-dire de moduler son comportement collectif à partir d'informations qu'elle a reçues et qu'on lui a envoyées. Et en fait, si on regarde bien cette dernière phrase que j'ai formulée, elle est, sous son allure un peu banale, elle qualifie une capacité géopolitique. Le loup est une espèce géopolitique. Nous n'avons pas le monopole de la géopolitique. C'est une espèce géopolitique parce que, par de la transmission et du partage d'informations, elle peut moduler son comportement collectif dans son rapport à l'espace. La question maintenant devient, et c'est là qu'on rentre dans les choses sérieuses, comment est-ce qu'on transmet ces messages? Quel langage on invente pour communiquer effectivement avec des non-humains? Parce qu'il est bien évident que le loup ne parle pas au sens où nous parlons. Il est bien évident qu'il ne signera pas de contrat ni de traité de non-agression avec qui que ce soit. Mais pour autant, et ça c'est ce que l'éthologie cognitive nous apprend, il a une capacité à rentrer dans des relations que j'appelle ici politiques, qui dépassent infiniment celles qu'on lui attribuait lorsqu'on le considérait comme une bête guidée par des instincts aveugles et presque mécaniques, l'amenant finalement à se jeter spontanément, la gueule ouverte, sur tout animal qu'il rencontre, ou alors lorsqu'on le codait comme animal-machine, voué de manière déterministe à répéter toujours les mêmes comportements. Non, le loup a des aptitudes politiques
qui sont de l'ordre de son intelligence inductive. Il apprend par répétition, de ses capacités d'apprentissage et de sa capacité à, si ce n'est comprendre intellectuellement, parce que ça on n'y a pas accès, ce qu'il comprend dans sa tête, en tout cas manifester des pratiques du territoire, des pratiques dans lesquelles il va moduler sa manière d'être dans un lieu, de considérer qu'il est chez lui, qu'il a le droit de s'y déplacer, qu'il a le droit d'aller y prélever des proies. Tout ça, ce sont des comportements qu'on observe constamment entre les meutes de loups. La question devient, est-ce que nous pouvons nous insérer dans ces relations géopolitiques que les meutes entretiennent les unes avec les autres? Et pour ça, il faut apprendre à parler un langage que j'appelle un langage garou, c'est-à-dire un langage lycanthrope, c'est-à-dire loup humain, fatalement qui nous soit accessible, mais qui en même temps, au sens de l'éthologie de Konrad Lorenz, qui a découvert ces phénomènes et qui les a formulés de la manière, je crois, la plus lumineuse, qu'il soit capable d'abord de rentrer dans la fenêtre perceptive du loup, et qu'ensuite qu'il soit capable d'interpréter comme un message signifiant dans son monde propre. On peut se demander dans quelle mesure le tir au fusil est effectivement un message. Alors certes, ça rentre dans sa fenêtre perceptive, mais la signification n'est pas claire et en tout cas actuellement très mal maîtrisée. La question devient donc, comment est-ce qu'on peut lui faire passer des messages ? Alors accepter de reconnaître au loup un point de vue qui soit incompressible, c'est-à-dire qui lui aussi constitue une partie de la situation, de la même manière qu'on considère que dans un dialogue, mon point de vue constitue une partie de la situation, mais le tien aussi constitue une partie de cette situation. Ça implique en effet de lui restituer toute une série de qualités que jusque-là nous avions confisquées. Dans notre ontologie naturaliste telle que l'a définie Descola, donc cette ontologie, c'est-à-dire cette manière de voir le monde qu'il appelle naturaliste au sens où notre bizarrerie à nous, occidentaux, héritiers des Lumières et de la tradition grecque puis judéo-chrétienne, notre bizarrerie c'est de croire que la nature existe, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose là dehors qui est fondamentalement différent de notre dedans et que ce là dehors c'est la nature. Notre spécificité, c'est qu'on a distribué certaines qualités, certaines capacités de manière parfaitement asymétrique. Et cette asymétrie, elle est assez simple. Nous sommes dotés d'une intériorité, et par contre, le reste du monde n'en est pas doté. Il est régi par des lois ou par des causes, et conséquemment, il n'a pas de point de vue sur les choses. Ce sont des objets qui ne peuvent pas accéder au titre privilégié de sujet. Je ne crois pas qu'il soit pertinent d'essayer de réinverser brutalement la situation en attribuant à tout le monde un statut de sujet, en attribuant de manière un petit peu très généreuse par ailleurs et de ce point de vue-là louable à tous les animaux, à tous les vivants, des âmes, des esprits sur le modèle humain. Je crois qu'il y a quelque chose dont il faut se méfier dans cet acte prétendument généreux de leur donner tout ce que nous sommes attribués en propre, comme un cadeau qu'enfin on leur offrirait. Je crois que les modernes, nous sommes des spécialistes du cadeau empoisonné. On a empoisonné beaucoup de cultures autochtones en les rencontrant, en étant persuadés de leur offrir enfin la civilisation. On leur a offert, avec une candeur désarmante, qui n'en était peut-être pas une, toute la culpabilité qui va avec le péché originel le jour où on a décidé de leur offrir une âme, comme un cadeau. Donc je pense qu'il faut se méfier de ce que, comme des bonnes âmes, on a envie de donner aux animaux. Je crois qu'il faut revenir au ras des choses sur le terrain et regarder ce qu'ils savent faire, dès lors qu'on les regarde sans préjugés. Et ce qu'ils savent faire, pour le cas des loups, c'est assez prodigieux en soi-même, sans qu'on ait besoin d'en rajouter. Notamment, ils ont des aptitudes diplomatiques clés. L'intelligence inductive que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire cette capacité à comprendre très vite qu'une expérience qu'ils vivent est le cas d'une règle plus générale, et donc d'extrapoler, d'imaginer, de déduire ce qu'ils doivent faire en conséquence. Ils sont clairement dotés de cette capacité, qui d'ailleurs est un des éléments par lesquels ils rendent un peu fous les éleveurs et les bergers,
en inventant constamment de nouvelles manières d'accéder aux troupeaux protégés par toute une série de dispositifs, en comprenant que les leurs ne sont que des leurs, en comprenant que finalement, là où on veut leur faire croire à un danger, il n'y en a pas un. Donc cette intelligence qui est à double tranchant, comme toute intelligence, et c'est pour ça que c'est beau l'intelligence, qui leur permet de déjouer nos ruses, c'est en même temps le moyen par lequel ils sont parfaitement capables de recevoir des messages et de moduler leur comportement si on engage beaucoup de notre intelligence à nous à réfléchir et à expérimenter des dispositifs qui communiquent finement avec eux et qui communiquent, je dirais, à partir de leur manière de se rapporter au territoire. Et à ce moment-là, on va rentrer dans une sorte de langage que j'appelle biomorphique, qui consiste à sortir de l'aveuglement par lequel on pense que les frontières administratives ou le langage du fusil est spontanément compréhensible pour le loup. Il ne fait pas du tout sens pour lui. Même si pour le fusil, c'est discutable. Des usages intelligents du fusil sont aussi une manière d'envoyer des messages. Mais on va essayer au contraire, donc non pas de l'attirer dans des relations politiques humaines auxquelles il ne comprend rien, on va essayer, nous, de rentrer dans des relations politiques animales. Animaliser la politique, c'est ça que j'appelle la diplomatie. Alors ça ne veut pas dire que nous allons nous rentrer dans des relations animales entre humains, ça veut dire qu'on va essayer de se rapporter au non-humain à partir de capacités politiques qui sont les leurs. Et qu'on va essayer de communiquer avec eux à partir de moyens de communication qui sont les leurs. Pour imaginer le type de message qu'on peut transmettre et le type de quasi-institution politique qu'on peut partager avec ceux qui sont les anciens sauvages, on a besoin d'individus capables de s'hybrider, capables précisément d'aller arpenter ce no man's land qui a été institué par la tradition occidentale comme différence absolue entre l'humain et l'animal. Et c'est eux que j'appelle des diplomates. La métaphore diplomatique, elle vient d'abord d'une tentative de nommer ces humains, parce que ici en l'occurrence c'est des humains, qui se sont rendus capables d'accéder aux formes de communication et aux formes de vie que j'appelle politiques des animaux non humains et de nos anciens sauvages, désormais sans sauvagerie, puisque capables d'étiquette et de certaines formes étranges de concorde. Alors pour le loup, il y a toute une galerie de personnages qui sont assez fascinants. Et il y en a un que j'aime beaucoup parce qu'il allie l'imagination philosophique avec des mesures extrêmement pratiques. C'est un biologiste américain qui s'appelle Dave Housebrand et qui, je dirais, a pris conscience dans un premier temps d'une sorte de paradoxe. D'un côté, le problème de la cohabitation entre le loup, réintroduit aux États-Unis en 1995 et qui essaime hors des limites des parcs nationaux, qui se retrouve donc en contact avec les ranchers, avec ces très grandes exploitations de bétail, et qui se retrouve dans une situation de conflit qui semble n'appeler aucune concorde, précisément parce que, comme sauvage, il serait parfaitement incapable de trouver un modus vivendi avec le pastoralisme. Et à côté de ça, Dave Housebrand est spécialiste du loup, et il voit que les meutes de loups entre elles, par contre, ne sont pas si sauvages que ça. Elles sont très loin de l'imaginaire de sauvagerie qu'on leur attribue. Elles sont parfaitement capables de s'entendre sur des usages du territoire, sur des manières de se déplacer, sur des manières de ne pas traverser certaines limites, sur des manières de partager de l'espace et de partager des ressources. Alors, il en déduit assez simplement, même si c'était encore difficile à imaginer pour nous, que c'est par incapacité diplomatique que les ranchers ne parviennent pas à s'entendre avec le loup. C'est parce que nous ne parvenons pas à penser des traités, à imaginer des accords. Et comme dans la plupart des cas, c'est parce que le diplomate n'est pas suffisamment compétent. Il parle mal la langue. Il multiplie les malentendus. Et on sait très bien, dans l'histoire des rencontres entre peuples, qu'un mauvais diplomate, qu'un explorateur qui néglige ou qui méprise les us et coutumes de ceux chez qui il arrive, est capable de déclencher des conflits interminables du seul fait qu'il s'est mouché à table ou qu'il a mal interprété certaines interactions.
Alors, la question devient, comment est-ce qu'on se renseigne sur les us et coutumes du peuple loup? Comment est-ce qu'on apprend de lui? Comment il se signifie en lui-même, entre eux, eh bien, des limites d'usage du territoire? Parce que ce n'est pas exactement des limites territoriales au sens de frontières strictes, c'est plutôt des limites d'usage du territoire. Eh bien, le phénomène est assez documenté, c'est essentiellement du marquage, et c'est du marquage qui utilise des excréments et toute une série de sécrétions glandulaires par lesquelles le loup érige ses propres excréments en blason et en drapeau territorial. Ça, ne serait-ce que d'un point de vue évolutionnaire, c'est magnifique, parce que ça qualifie cette capacité de l'évolution à détourner l'usage d'un trait. Ça s'appelle l'exaptation en théorie de l'évolution, à détourner la fonction originelle d'un trait. Donc typiquement, c'est ce qui s'est passé avec les plumes des oiseaux, qui à l'origine ont une fonction probablement de thermorégulation. Ça leur permet de réguler leur chaleur, leur température corporelle, ou alors de parade, et qui dans un second temps et très tardivement sont devenus bien évidemment les auxiliaires du vol, qui leur permet de faire ce qui nous semble être leur fonction originelle, mais pas du tout. Les plumes ne sont pas là pour le vol. Elles ont été détournées dans leur fonction dans un second temps. Et le loup manifeste une exaptation ici qui est assez spectaculaire parce qu'il a détourné la fonction de l'inutilisable par excellence. Pour nous, l'excrément, métaboliquement, c'est l'inutilisable par excellence. Nous, on ne sait plus quoi en faire, même si on essaie de réinventer ça maintenant. Le loup détourne l'usage de l'inutilisable, il en fait finalement l'un des usages les plus nobles, qui est l'usage géopolitique du blason. Regardez qui je suis en mon absence. Dans la laissée, les congénères lisent l'identité de celui qui l'a laissé, son sexe, parfois son âge, et parfois potentiellement son état émotionnel, est-ce qu'il appartient à la meute? Et puis, secondairement, non seulement le blason, mais aussi le drapeau territorial qui marque qu'ici, on rentre en présence d'un espace qui est approprié, ou dont les usages sont appropriés par d'autres. Lorsqu'il prend conscience de cette dimension géopolitique du marquage, Hobsbawm se dit, bon, dans la mesure où ils ne comprennent pas nos limites, essayons de parler avec leurs limites. Et donc il va synthétiser dans des potions étranges, je ne connais pas trop cette technique, en fait des marquages qui renvoient à l'odeur d'une meute puissante. Parce qu'il sait que plus la meute est puissante, plus elle va signifier géopolitiquement des limites efficaces. Et ensuite il va poser ces fameux marquages, comme une meute le ferait, sur une cinquantaine de kilomètres. C'est donc des marquages qui sont invisibles pour nous. En tant que primate, on a malheureusement un nez trop pauvre pour y accéder, et pour accéder à la richesse d'informations qu'elle recèle. Et puis, il pousse l'ambition jusqu'à marquer une ligne entre une meute de loups et un troupeau qui, 4 années auparavant, avait été attaqué. Et la première année où il pose ce fameux marquage, la meute ne traverse pas cette fameuse frontière. Ici, il y a quelque chose qui est, je crois, saisissant pour l'esprit, c'est qu'on voit en quel sens prendre le point de vue de l'autre dans un geste qui est assez analogue, il me semble, à ce que les anthropologues contemporains appellent le perspectivisme, la capacité à se déplacer dans le point de vue de l'autre pour comprendre comment son point de vue configure aussi la réalité. Ici, cette capacité perspectiviste à se déplacer dans son point de vue, il produit des effets qui sont aussi minimalistes qu'effectifs. Parce que là, le problème en question, et c'est visible dans le nom que Hobsbawm donne à ce dispositif, des biofences, des clôtures biologiques, c'est que ce sont des clôtures sans clôture. Ce sont des clôtures dans lesquelles il n'y a rien. Nous les traversons sans rien voir. Ce sont des clôtures qui sont des clôtures informationnelles. Et là, on voit bien la mutation fondamentale de notre compréhension de l'animal. Spontanément, pour nous arrêter un animal, c'est mettre une barrière matérielle qui est capable de l'arrêter parce que lui, ce n'est qu'une entité matérielle. C'est rapport de force contre rapport de force, pression contre pression. Et dès l'instant où on lui restitue ses capacités d'être un être qui transporte et reçoit de l'information, d'être un agent qui communique et reçoit des messages, eh bien on peut inventer des barrières qui sont extraordinairement efficaces alors même qu'elles n'existent pas matériellement. Non seulement elles sont efficaces en elles-mêmes, mais en plus elles se transmettent beaucoup plus aisément, puisque l'information se transmet de manière beaucoup plus volatile, de manière beaucoup plus puissante qu'une simple clôture physique. Et dans l'axe de ces biofences, il y a d'autres initiatives qui sont aussi spectaculaires. Il y en a une qui me plaît beaucoup parce qu'elle incarne pour moi presque l'essence du projet diplomatique.
C'est une autre situation de cohabitation en situation de conflit avec des animaux sauvages. Ce sont des grands animaux sauvages, c'est les éléphants d'Afrique autour du lac Turkana, en partie au Kenya ici. Donc les éléphants commencent à être protégés à partir de la fin des années 80 et parallèlement il y a des plans de développement agricole pour les villageois du lac Turkana. Ces deux logiques se rencontrent et rentrent en confrontation. Les champs grandissent et parallèlement la population d'éléphants grandit et les champs piétinent les récoltes, détruisent les récoltes et le conflit renaît. Et bien évidemment, les premières solutions qui viennent à l'esprit sont toujours les mêmes. Il faut mettre à mort les fameux animaux. L'éléphant d'Afrique, c'est un animal colossal qu'il est très difficile de contraindre physiquement. Et c'est inimaginable des clôtures pour des champs de paysans du lac Turkana qui feraient 10 mètres de haut, qui seraient enterrés plusieurs mètres sous terre. Et puis les cas dans lesquels ça a été d'ailleurs tenté ont été des échecs qui sont parfois comiques. Il y a une anecdote dont malheureusement je ne trouve plus l'origine, mais qui raconte les travailleurs villageois qui sont en train d'enfoncer les poteaux, avec à 200 mètres à la lisière de la forêt une famille d'éléphants qui les regarde. Et une fois la nuit tombée, les paysans arrêtent le travail, ils s'éloignent et les éléphants se rapprochent et un par un, avec leur trompe, ils déplantent les poteaux et ils les déposent à côté des trous et ils retournent à la lisière. Alors la question devient, si on a renoncé à les contraindre physiquement, si on a compris qu'ils étaient bien autre chose que des choses, que de la matière, eh bien comment est-ce qu'on peut moduler leur comportement collectif ? Eh bien pour ça, il faut être perspectiviste, c'est-à-dire qu'il faut avoir une finesse dans la compréhension éthologique de l'animal qui nous permette, à l'instar donc de ces chasseurs-cueilleurs amazoniens, de voir par ses yeux et de comprendre comment lui se rapporte à son espace. Et typiquement, eh bien, de prendre conscience que certains êtres qui sont pour nous dérisoires, qui sont des animaux bucoliques, en l'occurrence l'abeille, qui sont donc des animaux charmants, particulièrement peu efficaces dans la configuration du territoire, eh bien, ces animaux-là, qui sont pour nous rien du tout, sont pour eux, en l'occurrence les éléphants, des terreurs. Les éléphants d'Afrique sont effrayés par très peu de choses, probablement peu par les lions ou par les meutes de hyènes. Par contre, ils sont terrifiés par les abeilles. Alors les raisons sont encore un petit peu énigmatiques. Vraisemblablement, il y aurait eu des expériences par lesquelles ils auraient été piqués, notamment sur les zones fragiles autour des yeux ou de la trompe. Est-ce que c'est suffisant ? On ne sait pas. Il s'avère que la technique que je vais évoquer tout de suite a été utilisée ailleurs et d'autres groupes d'éléphants ne sont pas terrifiés par les abeilles. Donc c'est peut-être un phénomène culturel. Les éléphants autour du lac Turkana sont terrifiés par l'abeille mellifère africaine. Et conséquemment, ceux qui ont pris conscience de ça, qui sont deux biologistes, Frank Vollrath et Lucy King, eh bien, vont imaginer un dispositif diplomatique brillantissime qui consiste à inventer des clôtures vides en plantant tout simplement tous les 20 mètres un poteau sur lequel ils accrochent une ruche traditionnelle turkana le long des champs. Et donc c'est une clôture faite de trous. Et bien évidemment, eh bien, ça marche. C'est-à-dire que les éléphants se retrouvent à se maintenir loin de ces clôtures faites d'informations et vont eux-mêmes propager le message par tous ces dispositifs de communication qui sont très complexes chez les éléphants à des kilomètres à la ronde pour signifier « ne venez pas par là, ici c'est un endroit qui ne nous est pas accessible ». Bien évidemment, ce qui est brillant dans cette histoire, c'est que non seulement le dispositif permet d'apaiser le conflit entre les populations humaines et les populations d'éléphants, mais que même il permet ici de reconnecter ces paysans turkana avec une ancienne activité vivrière, qui est la production de miel, qui va devenir d'ailleurs un symbole de leur activité. Et ce faisant, eh bien, nos diplomates, Lucy King et Frank Vollrath, ils ont fait quelque chose que je trouve magique, qui est qu'ils ont renoncé à poser le problème de l'écologie politique, comme on semble voué à le poser aujourd'hui, c'est-à-dire en priorisant. Est-ce que les pêcheurs japonais sous-payés doivent passer avant les grands cétacés ou est-ce que c'est les cétacés qui doivent passer avant les pêcheurs ? Est-ce que les loups doivent passer avant les éleveurs ou est-ce que c'est les éleveurs qui doivent passer avant les loups ? Ils ont réussi à reformuler la question en disant « Est-ce qu'on est vraiment obligé de prioriser ? Est-ce qu'on ne peut pas libérer l'imagination pour envisager des dispositifs qui sont au bénéfice de la relation elle-même et d'aucun des termes au détriment de l'autre ?»
Et là, typiquement, c'est un dispositif qui est au bénéfice de la relation, parce qu'en minimisant le conflit avec les éléphants et en leur permettant de continuer à vivre sans avoir à subir des pressions de braconnage, parallèlement, la solution est aussi à l'avantage des villageois à Turkana. Alors il y a des obstacles assez massifs à cette tentative d'imaginer des dispositifs que j'appelle diplomatiques. Et ces obstacles proviennent de raisons qui sont essentiellement culturelles et qui renvoient à notre manière de reconnaître l'animal sauvage comme autre chose qu'une bête ou qu'un animal machine. On comprend assez aisément que une bête n'a pas de mœurs, d'usage, de manière de se rapporter au territoire qui exigerait qu'un explorateur subtil, attentif, disponible s'efforce de les comprendre pour enfin pouvoir rentrer en communication avec eux. Pour le dire autrement, ce qui me semble être l'impasse majeure à cette imagination, à cette libération de l'imagination, c'est ce qui est de l'ordre du malentendu diplomatique. Le malentendu diplomatique, c'est ce qui a lieu lorsque quelqu'un issu d'un monde, se déplaçant vers sa frontière, rencontrant un étranger, s'obstine à interpréter ce que fait cet étranger à partir des codes qui sont les siens. Et se rend se faisant incapable de comprendre la signification et la fonction réelle de ce que fait l'autre. C'est un problème d'ethnologie et c'est un problème, je dirais, de courtoisie d'explorateur, de courtoisie de voyageur qui exige des capacités diplomatiques. Il y a un cas de malentendu diplomatique qui est particulièrement intéressant dans le cas du loup et qui renvoie à ce qu'on appelle donc en anglais le surplus killing. Le surplus killing, c'est le nom qu'on donne à ce phénomène étrange suivant lequel le loup, lorsqu'ils attaquent un troupeau de brebis, dans certaines conditions, ont tendance à tuer plus de brebis qu'ils n'en mangent et à laisser, alors les chiffres diffèrent, parfois ça peut être des nombres assez grands, mais à laisser plusieurs brebis tuées mais non dévorées sur le lieu de l'attaque. Or, lorsqu'on est un humain issu de notre tradition culturelle, on ne peut comprendre la mise à mort que de deux manières. On considère que quelqu'un tue pour manger, et que s'il tue autrement que pour manger, il tue pour le plaisir. Et s'il tue pour le plaisir, c'est un sadique cruel. Et on voit monter constamment, face à l'énigme réelle que constitue ce surplus killing, des discours qui viennent parfois du monde rural, mais aussi parfois d'ailleurs, qui, incapables de penser autrement, en viennent à la conclusion nécessaire que le loup, ne tuant pas pour manger, tue ici pour le plaisir et que le loup est un sadique, un cruel ou le Saddam Hussein du monde animal, comme c'était parfois inscrit sur les pancartes de campagne contre la réintroduction du loup aux États-Unis. La question devient, est-ce qu'un diplomate sensible à leur comportement, à leurs us et coutumes, serait capable de nous expliquer bien mieux que ça ce qui a lieu dans le surplus killing? Heureusement, la réponse est oui, et notamment les travaux de Jean-Marc Landry là-dessus sont assez éclairants. Mais ils exigent de revenir à une histoire très longue de nos interactions conflictuelles avec le loup. Ils exigent de revenir, il y a de ça plusieurs milliers d'années, entre 8000 et 6000 ans, au moment de la domestication des mouflons sauvages, transformés en moutons. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le loup a coévolué avec ses proies pendant des millions d'années, et il a coévolué de telle manière à ce qu'il se retrouve ajusté à leur manière de réagir et à leur manière de fuir. On sait par exemple que le loup est incité à l'attaque lorsqu'il va voir courir sa proie. C'est le stimulus qui incite donc la première phase de prédation qui est partir en chasse. Mais on sait parallèlement que le loup se retrouve incité à revenir au calme et à commencer à dévorer sa proie lorsque, autour, il n'y a plus personne et qu'il est revenu à une situation dans laquelle il est seul avec la proie mise à mort. Ça, c'est le produit d'une coévolution avec ces proies originelles, des ongulés sauvages, qui eux-mêmes avaient mis en place des dispositifs défensifs très particuliers face au loup. Notamment, le premier, c'est lorsque le loup part à la course derrière un individu, la harde se disperse.
Et conséquemment, lorsque le loup met à mort un animal, il n'y a plus personne autour de lui, et son comportement d'attaque n'est plus stimulé par la présence d'animaux autour. Or, qu'est-ce qui se passe avec le néolithique? Avec la domestication, on prend des mouflons uriales qui ont des capacités de défense extrêmement vigoureuses à l'égard du loup, qui s'en sortent très bien, qui sont capables d'aller s'enrocher, d'aller monter dans des falaises qui sont inaccessibles au loup. On les prend et on les descend dans la plaine et on les sélectionne de telle manière à ce qu'elles soient adaptées à la vie en plaine. Et ce faisant, on leur dérobe leur capacité spontanée de défense à l'égard du loup. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on fait ça parce qu'il faut les rendre plus pratiques à manipuler. Il faut empêcher que lorsqu'elles ont peur, elles retournent s'enrocher dans les falaises, parce que c'est l'enfer pour le berger de devoir systématiquement, dès qu'il y a un coup de tonnerre, dès qu'il y a un orage, dès qu'il y a de la nouveauté, aller chercher les brebis enrochées dans les falaises. Donc on va les sélectionner de telle manière à ce qu'elles soient grégaires, à ce qu'elles soient peureuses, mais surtout à ce que dans des situations de peur, au lieu de se disperser, elles se resserrent, elles se collent les unes aux autres. Or, on se souvient que le loup, lui, a coévolué avec des proies qui, lorsqu'elles ont peur, se dispersent. Conséquemment, le loup arrive sur le troupeau de moutons, il en met une à mort, ça terrifie tout le monde, mais les moutons se regroupent autour de lui, ils se resserrent, et ça le maintient dans cet état qui appelle la prédation. La vie sauvage étant, pour le loup, assez compliquée, c'est une vie de festin et de famine, comme disent les biologistes. Conséquemment, s'il y a beaucoup de proies autour qui sont accessibles, il va avoir spontanément de bonnes raisons de continuer à mettre à mort les animaux. Il n'a pas le temps de les tuer toutes. Lorsque, dans la nature, des phénomènes analogues ont lieu, et qu'il tue plus d'animaux qu'il ne peut en manger, il va revenir sur le lieu pour les manger plus tard, et elles vont être à disposition de ses commensaux, les coyotes ou des charognards. Dans le cas de la brebis, spontanément, le regroupement va l'amener à tuer plus de brebis qu'il ne peut en manger. Ensuite, il va être chassé ou effrayé par le retour du berger. Et fatalement, il ne peut pas revenir pour manger les proies restantes. Et conséquemment, elles restent là, tuées et intactes. Et ici, on voit comment l'éthologie et l'évolution nous permettent de comprendre beaucoup plus finement qu'avec une projection de catégories anthropomorphiques le comportement du loup. Et c'est assez ambigu, si on veut bien regarder en face les implications de cette redescription historique. Parce que ce qu'elle veut dire, c'est que nous sommes en partie responsables de la relation conflictuelle que nous entretenons avec le loup. Nous sommes à l'origine, par la sélection artificielle, de variétés d'ovins, de moutons, qui sont structurellement incapables de se défendre. Nous les avons rendus sans défense face au loup, et conséquemment, nous trouvons face à la responsabilité de les défendre. Mais ce rapport paternaliste au troupeau, qui finalement imagine qu'il a un devoir sacré de défendre la brebis parce que la brebis est sans défense, ne doit pas oublier que c'est lui-même qui a rendu la brebis sans défense. L'idée d'imaginer qu'il y a une guerre juste et sacrée contre le loup pour protéger des brebis sans défense, souvent elle oublie que nous sommes à l'origine de sa fragilité à l'égard du loup. Et quand on s'en souvient, ça devient plus ambigu de considérer qu'on a un droit sacré à éradiquer le loup parce qu'il s'attaque aux brebis. Dans la mesure où nous sommes à l'origine de ce comportement de surplus killing et que nous avons privé ces animaux dont nous avions besoin, dont nous avons considéré que nous avions besoin, de leurs moyens spontanés de défense. Alors il me semble que cette tentative de cartographier à nouveau frais ce qu'est le sauvage et quels sont les chemins, les ponts qui nous articulent à lui, et ici donc par exemple de le penser comme cohabitant, ça a toute une série d'implications discrètes qui se déploient presque derrière notre dos et qui sont de l'ordre des implications éthiques. Le premier point, c'est que à partir du moment où on reconnaît que ce sauvage est parmi nous par lui-même, on est obligé d'accepter qu'il y a une très longue histoire de nos relations à lui. Et que ces relations sont anciennes et elles sont constitutives par toute une série de manières de nous rapporter à nos montagnes, à nos plaines, à nos rivières. On a mis en place des structures, des manières de produire, des manières de cultiver, qui sont rentrées en relation avec les populations animales sauvages et qui ont constitué des tissages très anciens, comme deux peuples vivant à proximité pendant des millénaires, de telle manière qu'à la fin, leur relation est inextricable et ce qui, en l'un, vient de l'autre, est impossible à déterminer.
est impossible à distinguer dans des logiques identitaires qui deviendraient absurdement paranoïaques. Cette histoire notamment que j'évoquais tout à l'heure, du fait qu'en un sens, le problème que nous avons aujourd'hui avec le loup, qui est le problème de sa propension à attaquer les brebis dans certaines conditions écologiques et de pastoralisme, ce problème provient d'une très longue histoire qui est l'histoire du néolithique, dans laquelle on a domestiqué la brebis et qu'on l'a rendue, ce faisant, fragile face à la prédation du loup. On se retrouve vraiment dans cette situation d'une cohabitation très ancienne où on a tissé des relations sédimentées. Et conséquemment, la logique oppositive traditionnelle, eux contre nous, eux en dehors de nous, eux loin de nous, elle n'est plus envisageable. Nous sommes tissés d'eux et ils sont tissés de nous dans des relations constitutives, dans des relations d'interdépendance, qui d'ailleurs rejoignent bien évidemment ce que l'écologie politique est en train de nous dire de la vérité de nos relations au monde. Nous sommes tissés constamment d'interdépendance avec des non-humains, qui rendent bien évidemment notre vie biologique possible, mais aussi notre vie au sens noble, au sens de la vie qui mérite d'être vécue. Et c'est ces relations constitutives qui me semblent permettre d'imaginer une autre manière de se rapporter à l'éthique. Il me semble qu'il y a deux dimensions de ça. La première dimension, c'est que traditionnellement, dans l'histoire occidentale, l'éthique, c'est d'abord un problème de priorisation de ce qu'on doit aux êtres en présence, considérés comme des êtres séparés. Lorsque le christianisme dit « aime ton prochain comme toi-même », on considère qu'il y a toi-même, ton prochain, et que la règle de priorisation, c'est pareil, égalité. Et je crois qu'on peut interpréter la plupart du temps les logiques morales comme des logiques de priorisation entre des termes séparés. Mais dès l'instant où on commence sérieusement à penser en termes de relations constitutives, dès l'instant où on accepte qu'on est intrinsèquement tissé des autres, et en l'occurrence ici des non-humains avec qui on a partagé une très longue histoire, ça devient très difficile de penser en termes de priorisation entre termes. Avant tout, la question c'est de savoir comment est-ce qu'on peut cohabiter pratiquement et comment est-ce qu'on peut cohabiter décemment sans sacrifier un des termes au profit de l'autre. Sacrifier un terme au profit de l'autre, ça devient une logique absurde dès lors que les termes sont constitués les uns des autres. Et c'est ce qui pour moi appelle ce que j'appelle dans le livre Les diplomates, une éthique des relations. Alors je ne sais pas exactement si ça veut dire quelque chose cette histoire, et je laisse des éthiciens plus pertinents que moi l'évaluer. Enfin en tout cas pour moi ça évoque quelque chose. Ce que ça évoque c'est cette idée qu'on peut commencer à imaginer, de formuler les questions éthiques autrement, et donc de sortir de la formulation classique « qui passe avant qui ?» pour arriver à la question, dans les cas où il y a une relation constitutive entre deux êtres, qu'est-ce qui est bon pour la relation, qu'est-ce qui est bénéfique à la relation, et non pas qu'est-ce qui est bon à un terme au détriment de l'autre terme. Et ça devient non plus un problème de déterminer qui a une valeur intrinsèque, qui a une dignité, qui doit être traité comme une fin en soi et qui est simplement un moyen pour les autres. Ça devient une interrogation sur les capacités à composer entre elles les différentes manières d'exister des êtres en présence et à les empêcher de se décomposer mutuellement. Ce qui me fascine, c'est qu'il n'y a rien de très original dans cette histoire, dans la mesure où il me semble que c'est même pas les humains qui l'ont inventé. C'est une réalité éthique qui est très antérieure à l'humanité, qui est apparue avec le vivant lui-même, dès l'instant où les flux génétiques sous forme de population se sont séparés. Toute une série de types de relations possibles se sont mises en place. Et il y en a un qui est assez fascinant et qui a un nom en écologie scientifique qu'on appelle le mutualisme. Le mutualisme étant le nom d'une interaction entre deux populations d'espèces différentes dans lesquelles les deux populations s'apportent des bénéfices mutuels. Plutôt que d'aller chercher des valeurs transcendantes, des dignités, je dirais dans un ciel, des idées ou dans des religions ou dans des dogmes qu'il faudrait fonder, et je pense que c'est intéressant, mais moi personnellement je ne sais pas le faire, il me semble qu'on peut s'intéresser à recruter une valeur qui existe déjà dans le vivant, qui est le mutualisme, et ce mutualisme que nous valorisons nous-mêmes, parce que dès lors qu'on est dans une relation constitutive avec quelqu'un, toute tentative de nous attribuer un bien à son détriment, finalement,
est toxique pour nous. C'est ça le paradoxe de la relation constitutive, c'est qu'il n'est plus possible de prioriser. Si je cherche quelque chose qui est bon seulement pour moi au détriment de quelqu'un qui me constitue, eh bien je me fais du mal en m'attribuant une priorité. La question alors devient, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, plus souvent possible, des mutualismes enrichis? Alors j'entends enrichis parce que ici, mutualisme, lorsqu'il se déplace depuis l'écologie scientifique jusqu'à quelque chose comme de l'éthique environnementale, finalement il prend d'autres sens que la seule interaction biologique. Le mutualisme enrichi revient à imaginer des manières de composer ensemble différentes populations, différents usages du territoire entre des humains et des non-humains, qui soient au bénéfice de la relation elle-même et qui, de différentes manières, que ce soit du point de vue symbolique, du point de vue économique, du point de vue de la transformation des pratiques humaines, qui soient bénéfiques à la relation entre les deux termes de la relation constitutive. Et pour le loup, ce que j'appelle à imaginer ici, et moi j'en suis actuellement bien incapable, c'est justement lorsqu'on voit que la part profonde du problème avec le pastoralisme, elle provient d'une crise socio-économique de cette activité qui est antérieure au retour du loup et qui en fait n'a pas fondamentalement à voir avec lui. Elle est diagnostiquée par Laurent Rietor, il me semble, bien avant le retour du loup en France, cette crise socio-économique du pastoralisme. Et par ailleurs, j'aime beaucoup le travail de Marc Lecacheur, qui a fait une sorte de grand voyage à la rencontre des éleveurs européens, et qui dit très bien, lorsqu'un éleveur est dans une situation socio-économique viable, le loup n'est pas une sorte d'ennemi absolu. Le loup redevient un aléa naturel, comme les orages, comme les maladies, qui est parfaitement gérable. Et finalement, le loup devient cette sorte de figure de l'ennemi absolu à cause d'une crise socio-économique du pastoralisme qui est antérieure à son retour. Alors la question devient, est-ce qu'on ne peut pas utiliser ce retour du loup comme une opportunité pour imaginer une réforme, une transformation des parcours techniques, de l'activité qui serait justement aidée par des dispositifs politiques de telle manière à ce qu'elle sorte de cette crise et qu'elle bénéficie du loup, non plus comme un ennemi, mais comme une opportunité pour se réinventer dans des formes plus soutenables, plus viables, surtout pour les praticiens, pour les bergers, pour les éleveurs qui sont effectivement dans une situation tragique de ce point de vue-là. Alors j'ai évoqué le perspectivisme plusieurs fois de manière un petit peu allusive et il me semble que ça mérite en effet d'être analysé parce que donc c'est un concept qui a plusieurs sens et qui a une sorte de destinée un peu étrange. À l'origine, ce sont les grands anthropologues du XXIe siècle qui, je dirais, dans une réflexion sur l'animisme, donc qu'on trouve chez Philippe Descola et chez Eduardo Viveros de Castro, qui font émerger une spécificité de l'animisme comme rapport au monde. Et la grande richesse de leur travail pour nous, pour des gens qui essaient d'imaginer ce que mériterait d'être le monde de demain et nos relations aux vivants pour le futur, c'est qu'ils ont libéré l'animisme de son imaginaire d'archaïsme de la pensée ou de folklore charmant, en l'instituant, bien pour Descola c'est assez clair, en schème ontologique, c'est-à-dire en manière désincarnée des tribus à chaque fois particulières, en manière assez générale de distribuer aux êtres un certain nombre de propriétés. Est-ce qu'ils ont une intériorité? Est-ce qu'ils ont une intériorité comme nous? Est-ce qu'ils n'en ont pas? Qui en possède une? De telle manière à voir ensuite qu'est-ce que ça change dans les relations qu'on peut entretenir avec eux. Et dans l'axe de cette ce que j'appelle ici une libération de l'animisme pour des usages philosophiques, pour des usages d'expérience de pensée, pour faire des hypothèses nouvelles, ils ont abouti à cette idée de perspectivisme qui est formulée, je crois, de la manière quand même la plus aboutie chez Eduardo Viveros de Castro, et qui, en effet, moi dont je suis absolument tributaire, c'est-à-dire que je n'aurais pas du tout pu penser ce que j'ai pensé sur les relations, notamment au loup, sans leur travail. C'est sur leurs épaules que toutes ces idées sont possibles. Ce qui est fascinant, c'est que dès lors qu'on fait ce petit décalage pour ériger le perspectivisme en attitude à l'égard du vivant qu'on peut, par hypothèse, essayer, ça devient extraordinairement effectif
pour nous sortir d'erreurs dans lesquelles nous étions pris. Typiquement, il me semble que l'exemple des éléphants, qu'il est impossible de contraindre par des barrières colossales, mais qu'on se retrouve à pouvoir tenir à distance des champs simplement en mettant en place des ruches, c'est l'archétype d'un raisonnement perspectiviste produit par des scientifiques. Des biologistes de la conservation, qui vont faire cet effort de voir le monde par les yeux d'un autre, par le corps d'un autre, par les yeux au sens, non pas au sens spirituel, au sens vraiment incarné du terme. C'est l'éléphant comme corps qui est engagé dans des relations aux abeilles telles que il se retrouve terrifié par elles. Et ce faisant, qui vont pouvoir imaginer des solutions qu'on n'aurait pas pu imaginer autrement. Alors qu'est-ce que c'est le perspectivisme dans ce sens politique? Parce que jusque-là, on pourrait dire le perspectivisme, c'est une idée ou bien triviale ou bien seulement folklorique, qui consiste à reconnaître que les autres formes de vie ont d'autres points de vue sur le monde, certes. Le perspectivisme va bien au-delà, et de ce point de vue-là, il a une singularité ontologique, philosophique, qui est très forte, et elle consiste à dire, c'est pas seulement que les autres formes de vie ont un autre point de vue sur le monde, c'est que leur point de vue contribue à transformer la réalité. Le point de vue des autres transforme la relation qu'ils entretiennent avec nous. Or, la réalité, c'est pas quelque chose d'objectif et de monolithique. La réalité, c'est précisément l'effet composé des relations qu'on entretient avec les autres. Or, si la perspective de l'un transforme la relation qu'il entretient avec nous, elle transforme donc la réalité politique par laquelle on rentre en interaction. Ça m'intéresse particulièrement pour l'idée de biofences, de clôture biologique telle qu'elle est utilisée par Husband. Dès lors que nous mettons en place des mesures, par exemple, de défense territoriale, que le loup, de son propre point de vue, peut comprendre comme des limites, finalement, on se met en situation d'être vu par le loup comme une meute nous-mêmes. On m'a fait plusieurs fois une objection qui m'a beaucoup travaillé et qui consistait à dire finalement, vous parlez de biofences, de clôture biologique, où on va mimer l'odeur d'une meute puissante pour maintenir les lots à distance. Vous parlez de diplomatie, mais en fait, ce n'est que de la tromperie. C'est une objection qui est assez intrigante, parce que je pense qu'elle confond, l'approche naturaliste avec l'approche perspectiviste. En effet, utiliser des leurres olfactifs, c'est une tromperie dans un monde naturaliste. C'est une tromperie dans un monde où on considère qu'il y a un monde objectif. Les leurres olfactifs, nous ne sommes pas des loups, donc les leurres olfactifs, ce sont des dispositifs pour tromper les loups. Mais du point de vue perspectiviste, il en est tout autrement. Si on accepte de se déplacer de leur point de vue, qu'est-ce qu'on est effectivement, nous, humains, qui maintenons une activité dans un alpage ou sur un territoire? Eh bien, pour une meute de loups, on est une meute puissante, à qui il vaut mieux pas se frotter, qui a certains usages du territoire, qui l'utilise à certains moments, qui ne l'utilise pas à d'autres, qui veut protéger ce qu'elle estime lui appartenir, en l'occurrence ici les troupeaux. Et conséquemment, du point de vue perspectiviste, nous sommes effectivement une meute qui entre dans des relations territoriales avec eux, et il n'y a pas de tromperie immorale dans le fait de mettre en place des biofences. Donc ici, le perspectivisme, on en a besoin pour penser qu'il ne s'agit pas simplement de faire justice au point de vue des autres, mais qu'il s'agit aussi d'accepter que le point de vue des autres a un effet sur la relation qu'ils entretiennent avec nous, et que donc le perspectivisme est toujours politique. Parce que les perspectives, ce n'est pas simplement un point de vue abstrait, c'est aussi ce qui ouvre un certain type de relation possible avec les autres, et donc on est toujours déjà dans la question politique. Alors l'avenir du sauvage, il y a des questions qui sont tellement préoccupantes qu'on préfère ne pas se les poser frontalement, et celle-là en fait partie pour moi au regard des données qui émergent actuellement, essentiellement des inventaires de biodiversité. Il y a des données qui sont vraiment très préoccupantes. J'ai entendu des estimations qui sont absolument terrifiantes, notamment sur la différence de proportion entre la biomasse des animaux domestiques et des animaux sauvages, vertébrés, il y a 10 000 ans, avant le néolithique, et maintenant. Il y a 10 000 ans, 97%
La biomasse des vertébrés, c'est des animaux sauvages, et nous, on constitue peut-être 2-3%. Et aujourd'hui, je crois, je ne suis plus sûr des données précises, mais il y a un ordre d'idée, 85% de la biomasse des vertébrés, c'est des animaux domestiques. Nous, on doit constituer, en tant qu'espèce humaine, 12%, et le sauvage, c'est 3% de cette fameuse biomasse. Et ça, c'est vraiment terrifiant. C'est-à-dire qu'il y a un futur possible du sauvage qui est sa disparition effective. Je dirais, ça ne veut rien dire. Le sauvage ne peut pas disparaître en soi, mais disons qu'il y a un rétrécissement de son empan, de sa marge de manœuvre, de son droit à habiter, qui est absolument colossal. Et ça, c'est ce qui est formulé de manière spectaculaire dans l'idée de sixième extinction, qui est un phénomène envisageable. Bon, dans ces termes-là, moi, je ne peux plus penser parce que c'est trop terrifiant et ça rend trop impuissant. Donc, je préfère imaginer et travailler à ce que cette imagination devienne vraie, à ce qu'on avance vers des relations qu'on peut formuler en termes de réconciliation. De ce point de vue-là, je suis vraiment très intéressé par le travail de Michael Rosenzweig, un écologue qui formule l'écologie de la réconciliation, et dans laquelle il y a toute une série de choses très critiquables dans son travail, notamment du point de vue de l'économie politique. Finalement, parfois il parle de capitalisme vert. Les projets qu'il valorise sont des projets de capitalisme vert. Il est, de ce point de vue-là, il appartient un peu au mainstream économique. Mais du point de vue écologique, il est très fin et il a compris quelque chose. C'est que aujourd'hui, imaginer sauvegarder comme tel des grands espaces qui seraient des habitats auxquels le sauvage est adapté, c'est quelque chose qu'il faut maintenir aussi souvent que possible, mais ce n'est pas suffisant. Avec le réchauffement climatique, nous sommes en train de transformer les milieux, et finalement la question devient plutôt, est-ce qu'on peut réconcilier nos usages des territoires qu'on s'est appropriés avec l'usage des autres? Est-ce qu'on peut imaginer des petits dispositifs subtils qui permettent aux sauvages de venir habiter contre nous dans des relations le moins conflictuelles possible? Est-ce qu'on peut donner un peu de temps à la sélection naturelle pour que ces espèces s'ajustent à d'autres types d'habitats? Et ça, c'est ce qu'il appelle réconcilier. Un des sens de réconcilier. Et il me semble qu'il y a une très grande lucidité dans son propos qui est de poser le problème en termes d'habitat. Le problème, c'est des habitats partagés. Aujourd'hui, de toute façon, avec la toute petite proportion des terres qui sont laissées aux sauvages, ils ne pourront pas prospérer. Par contre, si on leur laisse de la place parmi nous, avec des dispositifs qui correspondent un peu à ce dont ils ont besoin, et pour ça il faut être diplomate, il faut être perspectiviste, à ce moment-là, on peut imaginer de nouvelles relations, on peut imaginer de nouveaux mutualismes, on peut imaginer... on n'a pas fini, on n'a pas épuisé l'ensemble des relations positives, vivifiantes, profondément enrichissantes que des communautés humaines peuvent inventer avec des non-humains, avec des sauvages de toutes formes et de tout type.